Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. La société civile réclame toute la lumière sur la disparition des leaders du FNDC. Il y a de cela un an, ce mercredi 9 juillet, que deux leaders du FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, ont été enlevés. Et depuis, plus de leurs nouvelles. Pendant plus d'un an, la société civile et la population guinéenne attendent d'avoir de la lumière. Le gouvernement avait promis d'ouvrir une enquête. Amnesty International et 24 autres organisations de la société civile ont demandé à ce que toute la lumière soit faite, que le gouvernement situe sur le sort qui leur est réservé et dire si clairement il y a eu des enquêtes qui ont été menées et si oui, que les responsables soient punis conformément à la loi. Nous en parlons avec nos invités. Alors, Germain Pouli, Fonike Manguet et puis Amadou Biloba ont été enlevés le 9 juillet 2024. Et depuis, silence radio, pas de nouvelles de ces deux leaders du Front National de la Défense de la Constitution, ce mouvement qui réclamait le retour à l'ordre civil en Guinée depuis la prise du pouvoir par le général Doumbouya. La société civile réclame toute la lumière sur cette affaire un an après. Oui, ça fait un an, comme vous l'avez dit, que ces deux personnalités de la société civile du Front National de la Défense de la Constitution, qui a été dissous à l'avènement du général Doumbouya en 2022. Et ça fait un an que ces militants-là ont été arrêtés, et ils étaient trois au départ. A été libéré et a rapporté qu'ils auraient donc été torturés. Depuis le gouvernement a fait une sortie pour promettre qu'une enquête sera diligentée, surtout avec l'espoir que ces deux personnalités-là soient retrouvées. Un an après, alors qu'il n'y a pas de fumée blanche qui apparaît, c'était donc normal que plusieurs organisations de la société civile à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, au nombre de 25, se mobilisent finalement pour relancer le gouvernement sur la suite donnée à cette affaire-là, parce que ça fait un an qu'ils sont sans nouvelles de ces deux leaders-là, et il faut que non seulement les familles soient situées, il faut que l'opinion le soit également, et surtout qu'ils soient retrouvés. Et en même temps, ces organisations également réclament au gouvernement de traduire toutes les personnes qu'elles auraient identifiées comme ayant participé à violer les droits de l'homme, à arrêter des personnes sans véritablement des mandats ou à exercer toute forme de violence sur des acteurs engagés soit dans la politique, soit dans les médias, soit au niveau de la société civile. Et l'autre revendication, c'est bien cela, au-delà de la lumière sur ces deux cas de disparition un an après, c'est de pouvoir punir toutes les personnes qu'on soupçonne d'avoir participé ou de participer à des actes qui consistent à des violations des droits de l'homme dans ce pays. Et je crois qu'un an, c'est beaucoup. Il fallait quand même que le gouvernement fasse le point pour dire à quel niveau l'enquête se situe, même si elle n'est pas conclue. Il faut pouvoir dire aux Guinéens et à l'opinion nationale et internationale où le gouvernement en est dans la conduite de cette enquête-là. Et je crois que c'est une situation aujourd'hui qui inquiète, et beaucoup se disent sous menace. Beaucoup disent par rapport à la suite de cette transition-là, vous savez que les élections s'annoncent bientôt et le général, chef de la transition, a bien envie de poursuivre, d'aller à cette élection.
et ce à quoi certains continuent donc à s'opposer. Donc c'est dans un contexte de défiance envers l'autorité de la transition, de résistance, comme ils le disent, et de rétablissement de la démocratie, que aujourd'hui ces acteurs-là demandent qu'on revienne sur ces cas de disparition-là de ces deux membres du Front national de défense de la Constitution, et surtout que le pays également ratifie une convention sur les disparitions forcées qu'il n'a pas signé et qui pourrait donc être aujourd'hui un outil qui va permettre de beaucoup plus mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il accorde plus de priorité à ces cas-là. Donc c'est beaucoup de pression maintenant en face. Nous sommes en face d'un gouvernement de transition, un gouvernement militaire, entre guillemets, qui a su une transition et qui en même temps a montré les signaux clairs qu'il voudrait poursuivre en se légitimant à travers des élections. Et donc c'est dans ce contexte-là que cette mobilisation de la société civile intervient. On espère que les autorités guinéennes vont, ne serait-ce que sur les cas de disparition, se prononcer véritablement et dire à quel niveau se trouvent les enquêtes qui ont été promises et qui auraient été déjà engagées. Il faut pouvoir situer l'opinion sur l'étape où les choses sont et comment se déroule cette enquête. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui espoir que ces deux personnalités-là soient retrouvées, qu'elles retrouvent effectivement leur famille et leurs activités? Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de la question, surtout en ce qui concerne la responsabilité du général Doumbouya à l'approche des élections de fin de transition. À Damasgreno, 25 organisations de la société civile et ONG réclament toute la lumière sur la disparition des deux leaders du FNDC enlevés depuis le 9 juillet 2024. Oui, c'est, disons, la mise à découvert d'un ras-le-bol et d'abord d'une indignation et qui a trop duré. Un an, c'est vraiment trop. C'est vrai, comme le disait tantôt Germain, qu'il y a eu un des trois qui a été libéré et a parlé de torture. Je pense que cette information est venue davantage envenimer en réalité cette indignation, mais ces craintes-là, puisque ce qui se passe actuellement, c'est justement savoir si ces personnes qui sont entre guillemets détenues, puisque le gouvernement n'a pas communiqué en réalité sur leur sort, et s'ils sont en vie. Puisque si un a été libéré et qu'on ne donne pas d'informations concernant les deux autres, ça inquiète davantage. Et justement, après un an, il va de soi qu'aussi bien la société civile, les parents, mais également les associations et organisations des droits de l'homme sont sortis pour manifester dans ce ras-le-bol-là. Mais justement, il y en a qui essaient d'orienter le discours du fait que le gouvernement a tenu depuis très longtemps un certain mutisme sur la question, mais qui peut être interprété pour d'autres comme étant donc complice d'une situation. Mais moi, je pense que le gouvernement étant donc celui qui normalement garantit les droits humains et les libertés individuelles de chaque citoyen, il va de soi, même si en tant que tel, le pouvoir central, qu'on essaie donc d'indexer sa motivation ou sa motif réel sur cette question, il lui appartient, même si d'autres acteurs pouvaient donc être interpellés, il appartient au gouvernement de pouvoir donc assumer cette responsabilité liée donc à la liberté individuelle et aux droits de l'homme. Donc, le gouvernement ne peut pas garder aussi longtemps ce mutisme-là. Il faudrait quand même qu'il puisse prendre cette responsabilité et pouvoir donc communiquer sur ce qu'il en est. S'ils sont disparus ou s'ils sont toujours en vie, il faudrait quand même que les parents et que l'opinion guinéenne puissent donc être informés. Sans quoi, je pense que vous avez dit en annonçant le fait que c'est à l'orée des élections qui s'en ont. Est-ce que ce ne sont pas des germes d'une élection assez contestée qu'on est en train de s'aimer, puisque nous parlons des leaders quand même d'opinion des partis politiques. Et lorsqu'on parle de partis politiques, même si aujourd'hui il y a en tout cas cette dissolution des partis politiques, il demeure en toute état de cause des leaders d'opinion. Et comme tels, ils ont quand même derrière eux tout un soutien et qui peuvent naturellement être donc des germes d'une élection
qui ne se passera pas bien, ce que l'on ne souhaitera pas encore pour la Guinée. Donc moi j'estime que avec cette sortie, le gouvernement devait quand même dans les jours à venir, puisque nous parlons d'un an, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit. Il y a une semaine, il faudrait quand même qu'on puisse avoir l'opinion du gouvernement sur la question et qui puisse donc permettre aussi bien à ces organisations-là, mais également à des parents et à sa famille politique d'être située. Merci beaucoup, Adam Ajranou. Dieu donne ses nous. Le gouvernement s'était prononcé, le Premier ministre avait annoncé des enquêtes qui seraient faites pour faire la lumière sur cette affaire, mais finalement, pratiquement un an après, on n'a pas de suite de ces enquêtes. Ont-elles été menées? Finalement, le dossier a-t-il été rangé dans les tiroirs? Qui s'en occupe? Qui a été peut-être ciblé comme cerveau de l'opération, comme coupable, comme non coupable? Finalement, aucune information n'a fuité pendant un an. Les organisations de la société civile veulent avoir toute la lumière sur la disparition de ces deux leaders du FNDC en Guinée. Oui, docteur, je pense que je vais tordre un peu le cou à à la logique de votre protocole questionnaire, commençant par Mamadou Doumbouya, qui venait au pouvoir. Qui serait la deuxième, bien évidemment, le deuxième aspect que je voudrais bien avoir de mais allez-y quand même. En renvoyant Alpha Condé en 2021, Mamadou Doumbouya était dans une logique de défense de droit, d'un état de droit et de la démocratie. En renvoyant Alpha Condé en 2021, Mamadou Doumbouya savait que l'État guinéen a ratifié la convention contre les enlèvements forcés. Mais qu'aujourd'hui, après 4 ans ou alors 3 ans d'exercice du pouvoir, que les mêmes choses presque qu'on reprochait aux partants ou alors aux renvoyés se reproduisent dans la nouvelle gouvernance des nouvelles autorités. C'est un peu aberrant, surtout dans nos États africains. Il y a lieu quand même de futiger un certain nombre de choses. Mamadou Doumbouya n'avait pas promis aux Guinéens une manière bis de sous Alpha Condé, mais plutôt une autre façon de gouverner, de gérer le pays. Mais aujourd'hui, je suis tenté de dire, s'il y a lieu de tendre le micro aux Guinéens, quel bilan feront-ils aujourd'hui après 4 années d'exercice du général Mamadou Doumbouya? Y avait-il vraiment une grande différence avec le pouvoir précédent, avec ce qu'on dénonçait sous l'ère Alpha Condé? Voilà des questions que je me pose. Peut-être les Guinéens sont mieux placés pour répondre à ces questions. Même nous, de loin, ce qu'on observe sur ces cas de torture, des enlèvements qui sont devenus aujourd'hui des armes pour certaines puissances ou alors certains pouvoirs, c'est un peu déplorable. On parle d'un an, on ne parle pas d'un mois. Juillet 2024, nous sommes en juillet 2025, silence radio. Et pourtant, l'État avait promis, quand je parle de l'État, je parle du Premier ministre, qui avait promis des enquêtes sur ces enlèvements. Alors, est-ce qu'il faut aller par 4 chemins pour véritablement sortir un rapport et situer les responsabilités? D'où moi je questionne ce mutisme de l'État face à cette situation. Eh bien, ces leaders d'opinion font partie des lots des gens sans lever. Et c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui. Mais plusieurs personnes également font partie de ces situations et subissent d'ailleurs les affres de la torture en clando. Mais jusqu'où nous voulons aller avec ces manières, ces pratiques dans nos États? Aujourd'hui, si l'Arménie demande à ce que l'État revienne pour faire la lumière, je pense que l'ONG est dans sa logique de rappeler à l'État ce qui lui revient de droit à faire. Qu'est-ce qui prouve que l'ONG n'a pas aussi déjà fait ses enquêtes? C'est parce que, quelque part, l'État a promis faire des enquêtes, donc on lui laisse la responsabilité de sortir les rapports de son enquête. Mais jusqu'ici, les rapports ne sortent pas. Cela veut dire que ça cloche quelque part. Et je ne peux pas comprendre que dans un État comme la Guinée, qui a eu des enlèvements, et que les gens se disent, bon, c'est des individus qui ont agi de façon solitaire, eh bien, ce n'est pas l'apanage du pouvoir et autres. Il y a des choses qu'on doit commencer par
dépoussiérer ou alors sortir de notre gestion du pouvoir en Afrique. C'est assez trop, ça se répète de trop. Et cette manière de faire ne peut pas donner de nous l'image que nous revendiquons aujourd'hui dans l'espace mondial. Ce n'est pas évident. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée n'est qu'une illustration de la gouvernance chaotique dans certains pays, certains pays africains, je veux dire. Vous parlez de gouvernance chaotique dans certains pays d'Afrique. Je sais que vous faites aussi allusion à la Guinée puisque c'est le pays concerné en premier. Et ce pays doit connaître des élections à la fin de cette année avec un référendum en septembre. Référendum, puis d'autres élections législatives, puis présidentielles. Pour la présidentielle, le président de la transition, le général Doumbouya, sera probablement candidat. Et à quelques mois, ou du moins à quelques mois, oui, je pense, de la fin de cette transition, à moins que cela se prolonge encore, est-ce que cette sortie des organisations de la société civile, je rappelle que les deux leaders du FNDC ne sont pas les seuls dans une telle situation. Les organisations de la société civile ont parlé d'exil, et des hommes politiques, ils ont parlé des détentions arbitraires, de la liberté d'expression qui est en berne, et aussi de ces cas-là des deux leaders du FNDC. Est-ce que finalement, Mamadi Doumbouya n'est pas en train de rassembler les éléments qui pourront nuire à sa candidature puis se présenter aux élections de fin de transition? Bon, des éléments qui pourront nuire à sa candidature si des élections se passaient dans des réelles conditions de transparence. Mais à défaut, je pense qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Mais dans un contexte de transparence absolue, je pense que c'est des éléments déjà qui jouent à sa défaveur, d'où il a l'intérêt de réagir et de sortir tout de suite et maintenant. Le timing choisi par l'organisation internationale en pistonnant encore l'État de faire sortir le rapport sur la situation est bien indiqué. Eh bien, ce n'est pas anodin. C'est une façon de dire au pouvoir, regardez, vous êtes en train de vous faire filer un manteau qui ne sentira pas bien à l'approche des élections ou alors au cours des élections. Alors, si vous voulez vraiment avoir la voix du peuple derrière vous, comportez-vous de manière conséquente et de manière idéale. Mais malheureusement, est-ce qu'on aura l'oreille pour écouter ces appels-là? Bien évidemment, je le dis. Oui, ça va porter atteinte aux élections à venir. N'oubliez pas, il y avait eu déjà des manifestations, disant entre guillemets, appelant le général Doumbouya à participer aux élections présidentielles. Ce qui sous-tend que lui-même n'avait pas la volonté d'aller aux élections. Alors cela est clair aujourd'hui que c'est une partie de la population, pour ne pas dire, chaque fois quand ça vient comme ça, c'est le peuple qui a demandé. Alors, ce peuple teinturé qui a demandé à ce que Doumbouya aille aux élections. Alors, si Doumbouya veut se soumettre à cet appel et va aux élections, avec toutes les casseroles là qui sont alignées, dans 4 ans, alors est-ce que vous pensez réellement que les Guinéens auront leur cœur en place pour accepter, subir encore d'autres boulevards lorsqu'il sera encore légitimé au pouvoir, lorsqu'il sera aura la reine du pays pour encore un bon bout de temps? C'est la question que moi je me pose. Oui, ça porte atteinte bien évidemment, mais il faut savoir dans quel contexte ces élections vont se passer. Si c'est dans des contextes habituels où tout sera permis, je pense que ça ne va pas inquiéter son élection. Mais si les conditions vont être claires et transparentes, je pense que son élection aura un sérieux souci. Alors, Germain Pouli, ce contexte dans lequel la société civile appelle à faire la lumière, alors que la Guinée doit aller aux élections, il a annoncé en début d'année, général Doumbouya, je veux dire, a annoncé en début d'année que cette année 2025 est une année électorale, et de telles informations, à la deuxième moitié de l'année déjà, est-ce que ça ne risque pas d'entacher les élans de présentation de Doumbouya à une élection de fin de transition? Oui, je crois que c'est des événements qui viennent un peu constituer une petite pierre dans sa chaussure. Mais en même temps, je ne pense pas que ça va l'arrêter dans ses ambitions, parce que le général Doumbouya a également des partisans qui s'organisent déjà pour l'amener vers la victoire. Maintenant, ce qu'on demande, c'est beaucoup plus le respect des droits de l'homme, c'est beaucoup plus de liberté. Et
telle que décrite, la situation actuelle ne semble pas très favorable donc à la tenue donc de toutes ces consultations qui sont annoncées d'ici la fin de l'année. Donc il va falloir que les autorités de la transition apaisent le jeu politique s'ils veulent avoir réellement des consultations, à commencer par un référendum et puis des élections. Il faut quand même que la classe politique qui est assez en difficulté aussi, donc puisse se réorganiser, même s'il faut qu'il y ait de nouveaux pôles qui émergent, et que dans ce contexte-là, il faut pouvoir garantir les conditions d'une élection, des élections assez transparentes. Donc aujourd'hui, c'est la pression que ces organisations mettent sur le pouvoir de la transition. On ne saurait avoir d'élections libres dans un pays où les médias sont un peu coincés, un peu affaiblis. Après, les opposants, dont certains sont totalement en exil. Et donc, je crois que tout ça n'est pas une atmosphère très propice, mais en même temps, je crois qu'il y a aussi un renouveau politique dans ce paysage-là, et que aujourd'hui, les choses peuvent être organisées autrement. Et bien, il faut pouvoir garantir, comme je le disais tout à l'heure, des conditions de transparence de ces consultations-là. Il faut aussi apaiser le pays. Il faut faire en sorte que les Guinéens qui le souhaitent puissent aller librement à cette élection, qu'ils puissent compétir à armes égales avec les autres candidats, même en face du général, qui, on ne peut le nier, a quand même une longueur d'avance sur les autres candidats, tout simplement parce que ils gèrent la transition avec parfois des résultats satisfaisants, avec des contestations, mais en même temps, il s'est forgé une base. Il s'est forgé une base sur laquelle il pourra compter pour y aller, un peu faire comme le Gabonais l'a fait, et qui aujourd'hui a mis sur pied son parti politique. Mais je crois que tout ça est jouable. Maintenant, il faut que si la transition doit prendre fin avec un pouvoir institutionnalisé, un pouvoir légitime issu des urnes, il faut que le climat soit propice à l'expression populaire, à commencer par les activités des partis politiques, à commencer par les prestations des médias, la liberté de circuler aussi, parce que quand les élections arrivent, il faut pouvoir aller battre campagne et convaincre l'électorat. Et donc, dans cette atmosphère un peu crispée, en tout cas telle que dénoncée par les 25 organisations de défense des droits de l'homme, il va falloir que le pouvoir de la transition lâche un peu et libère un peu des énergies, libère un peu d'espace pour que la liberté et la démocratie puissent s'exprimer. On espère que d'ici là, il y aura déjà une réponse à ces doléances ou à ces exigences des 25 organisations, et que sur le plan politique aussi, il y aura de l'apaisement, il y aura des concertations pour que ces élections-là soient organisées de façon consensuelle dans les meilleures conditions possibles. Adam Adronou, Mamadi Doumbouya a-t-il des chances de s'en sortir pour ces élections si tout était transparent, comme le demandait Dieudonné Seronou, au regard des voix qui s'élèvent déjà contre sa gestion, surtout la répression de liberté, les cas de disparition, les enquêtes annoncées sans suite, et aussi cette dernière demande des organisations de la société civile à faire la lumière sur ce cas de disparition des deux leaders du FNDC? Vous savez, la réussite d'une élection, c'est tout un parcours. On ne saurait le résumer sur le seul fait des élections proprement dites. Et donc, moi, je pense que tous ces événements que vous venez d'énumérer, qui viennent donc en rajouter à d'autres déjà existants, font déjà entorse à une élection qui serait donc acceptée par tous, et surtout d'une élection assez transparente. Mais vous savez, lorsqu'on parle de la réussite, c'est justement la vision et la stratégie. Est-ce que cette vision est ancrée du fait qu'il faudrait donc faire, en tout cas éliminer ses adversaires entre guillemets, puisque c'est ce qui se passe, puisque après tout,
Lorsque vous constituerez en tout cas des épines ou des arrêts dans la gorge de Mamadou Doumbouya, il faudrait quand même ressusciter d'autres choses qui pour vous faire donc éliminer à la course et vous réduire ou restreindre en tout cas l'espace politique en sa faveur. Et naturellement, je pense que tous ces éléments-là vont être comptabilisés dans la crédibilité des élections. Mais lorsque cela se pose comme tel, il va de soi qu'on puisse donc relever que demain, nous sommes en train d'aller vers des élections assez contestées, surtout est-ce que vous êtes sûr que ces leaders politiques, lorsqu'ils ne seront pas retrouvés avant l'organisation des élections, on pouvait être dans un environnement où on se parlait dans des élections assez civilisées, je n'en crois pas. Donc c'est pour cela qu'il serait quand même important que Mamadou Doumbouya trouve des solutions idoines à toutes ces multitudes de solutions qui s'accumulent en réalité. Or, comme Dieudonné l'a dit tantôt, il est venu au pouvoir, il a suscité beaucoup d'espoir parce qu'il venait donc d'instaurer un ordre établi, un ordre démocratique, entre griffes, et malheureusement, lorsqu'il est arrivé, on tente à comprendre que c'est le même, c'est du même ou pareil. Et justement, lui, il a essayé donc d'instaurer une machine qui n'inspire pas confiance et en réalité instaure une sorte de dictature entre griffes pour éliminer donc des adversaires et se retrouver ou créer pratiquement ses propres adversaires en sachant pertinemment que il a donc tout un boulevard devant lui et que les élections ne seront donc pas ouvertes. Donc en cela, il serait quand même que Mamadou Doumbouya puisse donc résoudre ces problèmes-là, comme je l'ai dit tantôt, pour organiser des élections acceptées et des élections assez ouvertes pour que le jeu soit bien défini comme tel. Est-il possible qu'il fasse la lumière dans les jours à venir, les semaines à venir? Moi, j'en doute très fort parce que après un an, si rien n'a été fait, je ne pense pas que les jours à venir, quelle que soit la pression internationale, puissance Amnesty International est rentrée dedans, les acteurs de la société civile, les associations des droits humains, etc., entre guillemets, pourraient naturellement tenter de lui mettre la pression et qu'il puisse donc apporter quelques bribes de solutions. Mais à voir tel que la situation se passe, j'en doute très fort. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.